Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Les délégations régionales convergent vers Ali Sabihi pour le lancement officiel demain de la Semaine nationale de la solidarité 2025. Et au Liban, le général Joseph Aoun est élu président du pays. Tadjoura la Blanche a répondu présente à la cérémonie officielle de lancement prévue demain de la Semaine nationale de la solidarité 2025. Cette rencontre au sommet présidée par le chef de l'État a réuni les représentants des différentes régions pour un moment d'échange et de solidarité. Une délégation importante de 30 personnes menée par le préfet de la ville de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, et le président du conseil régional, Omar Hussein Omar, a représenté la région de Tadjoura. Participer à un événement d'une telle envergure est un honneur et un privilège pour les populations des régions du pays rassemblées sur la terre Assadjoug. La délégation a également marqué sa présence en plantant un arbre à l'entrée de la ville. A été accueilli chaleureusement par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Loufa Ismail Abdo, ainsi que la population d'Ali Sabi. La délégation de la région de l'unité a également fait son entrée. L'accueil réservé par les Assadjouk et les cadres du ministère des Affaires sociales et des Solidarités était à la hauteur de l'événement. Chaque délégation, composée de 30 personnes, s'est rassemblée à Ali Sabihi pour la cérémonie prévue demain. La première du genre, la région d'Ali Sabihi est en effervescence ce week-end avec la présence de cette importante délégation conduite par le préfet Hassan Dabelé et le président du conseil régional d'Arta, Elmi Bouh Goudade. Eh bien, il s'agit du préfet de la ville d'Arta et du président du conseil régional de la ville de Dikil. C'est la délégation de Dikil qui a été accueillie chaleureusement par les hauts coutumiers, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, ainsi que l'ensemble de la population d'Ali Sabihi qui a réservé un accueil chaleureux à chaque délégation. La ville d'Obok, la plus au nord du pays, s'est empressée de rejoindre également ce rassemblement extraordinaire sous la conduite du président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail. Cette délégation, toujours composée de 30 personnes, participera demain à la cérémonie officielle de lancement de la Semaine nationale de solidarité 2025, organisée, on le rappelle, par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, et sera également présidée demain par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La ville d'Ali Sabihi devient également le centre d'intérêt du pays pour 48 heures. Les autorités et les représentants des 4 autres régions du pays se sont donné rendez-vous à Ali Sabihi pour le lancement officiel demain de la Semaine nationale de solidarité. Vous l'aurez compris, la ville d'Ali Sabihi devient le centre d'intérêt de la République de Djibouti pour 48 heures.
Les autorités régionales et représentants des 4 autres régions du pays se sont donné rendez-vous donc demain à l'Issabieh pour le lancement officiel prévu demain. Cet événement organisé sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, se déroulera demain, samedi 11 janvier 2025. Les différentes délégations sont arrivées pour participer à cette cérémonie tant attendue, notamment par les populations des régions les plus reculées du pays. La délégation de la ville de l'Unité a été la première à arriver, accueillie chaleureusement par les habitants d'Ali-Sébié, conduite par le préfet Hassan Abdirable et le président du conseil régional. Cette délégation a participé donc à la plantation symbolique d'un arbuste marquant ainsi leur passage. Autre information, les travaux de la réunion des ministres en charge de l'agriculture de l'Union africaine ont débuté hier. Donc à Kampala, en Ouganda. Cette rencontre vise à examiner la stratégie et le plan d'action du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine 2026-2035 et la déclaration donc, de Kampala sur le système agroalimentaire en Afrique en préparation des réunions du Conseil exécutif conjoint aujourd'hui de ce vendredi et du sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. À cette occasion, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awad, a prononcé un discours en mettant en avant donc, les réalisations du pays en matière du programme détaillé de développement. Il était accompagné d'une délégation composée de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et donc de l'honorable Abdallah Barkhad Ibrahim et du conseiller technique du ministre. Enraciné dans l'histoire et la mémoire collective, ce magazine vous invite à redécouvrir les monuments vivants de Djibouti, témoins intemporels de notre identité, de notre destin commun. Regardez. La nation, souvent décrite comme une volonté partagée de bâtir un destin commun, ancré sur des valeurs fortes, trouve également son incarnation dans des lieux, des monuments et des symboles gravés dans la pierre de l'histoire, qu'elle soit grande ou petite. Et Djibouti, terre de convergence et d'héritage, n'échappe pas à cette règle. Ces sites historiques, façonnés autant par la main de l'homme que par la nature, ne sont pas de simples témoins du passé. Ils sont le jalon vivant de notre devoir de mémoire. À travers ces espaces, les hommes et les femmes de notre pays renouent avec leur destin, célébrant une histoire qui les rassemble. Ces lieux, véritables carrefours de communion intergénérationnelle, vibrent d'un récit qui ne demande qu'à être raconté, celui des luttes et des sacrifices, mais aussi des victoires qui ont forgé notre identité collective. Ici, la mémoire ne se contente pas de survivre, elle se régénère, se réinvente et surtout, elle inspire. Si nous avons édifié ce mémorial, ce n'est pas pour ressasser le passé. C'est juste pour ne pas oublier ce qui s'est passé. Pour se souvenir, mais aussi pour transmettre. C'est une partie de notre histoire. Nous ne devons pas la rejeter dans l'oubli, mais au contraire la préserver au fond de notre mémoire collective. Oui, le devoir de mémoire participe à la cohésion de notre société et à l'affermissement de notre identité nationale. Il est impératif de protéger ces lieux qui transcendent leur simple existence physique pour devenir des sanctuaires d'identité nationale. Ils servent de socle à la cohésion, ces racines qui irriguent les fondements de notre société et dessinent les contours de notre avenir commun. En ce sens, chaque pierre, chaque monument et chaque espace naturel chargé d'histoire participe à l'édification d'une mémoire généreuse et vivante. Une mémoire qui ne regarde pas seulement vers le passé, mais se projette vers un futur prometteur. Ces sites, empreints d'une forte symbolique patriotique, incarnent la volonté de ne jamais oublier. Ils sont les relèves physiques de notre histoire, ce patrimoine que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. haddana gobonimadoonka wax badan ayaan maaragtay ayaan ka qayb galay haddana askartiisaan ahayn waayo qoladan dee maaragtay jabhad baan lahayn jabhadda direyskaan u soo gelinayna naga xaggaaba uga soo gelinayna. En même temps que je m'engage dans le service militaire des forces coloniales françaises, je faisais partie de la résistance.
Ce périmètre, qui s'étalait le long du camp militaire Shah Osman jusqu'aux bordures de l'accueil zone dédiée au musée, servait de cimetière. Mon frère a marché sur l'une des mines. Il a trouvé la mort sur le coup, tout comme beaucoup d'autres. Alors il ne faut pas oublier que beaucoup ont payé de leur vie pour que nous puissions jouir de cette souveraineté acquise. C'est cette souveraineté de ceux qui ont versé leur sang pour la liberté, un sang devenu une encre indélébile, symbolisée par l'étoile rouge de notre drapeau. Protéger leur patrie, ils ont été capables du sacrifice ultime pour que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes libres. Grâce à ces mémorials, il est de votre devoir d'honorer leur action. Honorons nos héros, ces hommes et ces femmes qui ont versé leur sang pour la terre. Nous racontons leur récit avec fierté, rassemblant les éléments d'une narration qui transcende les époques. Que serait un peuple sans mémoire? Que deviendrait une nation qui oublierait ses bâtisseurs, ceux dont le courage et le sacrifice ont permis la préservation de nos libertés? En érigeant ces lieux en espaces de mémoire active, nous tissons un lien puissant entre hier et demain. Nous assurons que leur héritage ne se dilue pas dans l'oubli. Ces héros, dont les ombres continuent de veiller sur notre destin, doivent trouver ici un hommage à la hauteur de leur bravoure. L'histoire de Djibouti ne se limite pas aux livres et aux archives poussiéreuses. Elle s'inscrit dans les lieux vivants qui, à travers un projet mémoriel audacieux, permettent aux générations actuelles et futures de s'inspirer, mais aussi de s'unir. Ces monuments, ces places, sont d'autant de chapitres d'une épopée nationale qui nous invite à modeler le visage de notre société, de demain, avec respect, gratitude et une vision tournée vers un avenir commun, mais plus éclairé. Ainsi, le devoir des mémoires devient un engagement collectif. Il devient une manière de rendre justice au récit de nos héros, de donner à nos enfants et petits-enfants la raison de se tenir fiers et unis. Plus qu'un hommage, c'est une promesse de transmission, un serment fait aux bâtisseurs de notre nation, un récit généreux qui ne cesse de nous rappeler d'où nous venons et surtout où nous voulons aller ensemble. Un atelier de sensibilisation s'est tenu hier dans une maison située dans le quartier de la cité saoudienne, en banlieue de Djibouti, organisé par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'UNICEF. Cet atelier a rassemblé les femmes du quartier pour rappeler l'importance de la politique nationale de protection de l'enfance, notamment le droit de l'enfant, le droit de chaque enfant à être protégé. Il convient de souligner les efforts du ministère de la Femme et de la Famille dans le développement du programme intégré de la petite enfance, de la politique nationale de l'enfant, ainsi que du plan stratégique national de l'enfant. Ces initiatives, renforcées par la mobilisation d'autres partenaires institutionnels et de la société civile, visent à améliorer le bien-être social de la population. Lors de son intervention, la directrice de la famille a insisté sur la nécessité de considérer les atteintes aux droits des enfants comme un danger réel. Elle a illustré ses propos avec des exemples concrets survenus à Djibouti. La directrice a également invité les femmes à collaborer avec le ministère pour assurer la protection de chaque enfant. L'objectif principal de cet atelier était de contribuer au développement du capital humain et de permettre aux enfants de développer pleinement leur potentiel dès leur plus jeune âge. À Obok, dans le cadre de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, le ministère de la Santé a récemment déployé un important lot de ces moustiquaires à Obok. À cette occasion, le préfet de la région, Moussé Adan Miguene, et ses proches collaborateurs ont réceptionné ce lot crucial en présence des autorités locales. Il est important de souligner que la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides représente une mesure préventive efficace contre le paludisme. En facilitant l'accès à ces moustiquaires, cette initiative vise à réduire considérablement l'incidence de cette maladie. Toujours à Obok, la brigade mobile du LANA, après une mission de contrôle à Tadjoura, s'est rendue à Obok pour évaluer la conformité des denrées alimentaires et saluer l'expertise locale dans ce domaine crucial. En collaboration avec des éléments de la gendarmerie, l'équipe de la brigade mobile du laboratoire LANA a contrôlé différents points de vente de denrées alimentaires, notamment les grands entrepôts, les boutiques et les détaillants.
Au cours de cette opération, plusieurs infractions ont été relevées concernant l'entreposage, la conservation et les dates de péremption des produits. Et bien, parmi les observations notables, les contrôleurs sanitaires ont découvert des poulets entiers et des cuisses de poulet décongelées, mal transportés et stockés à une température inappropriée, constituent ainsi une infraction grave en matière de santé publique et une mise en danger de la vie d'autrui. Tous les produits non conformes ont été saisis et détruits conformément à la réglementation en vigueur. La brigade mobile du laboratoire LANA a également conseillé et sensibilisé les commerçants sur les bonnes pratiques de conservation des produits surgelés. Elle les a accompagnés donc dans la mise en place de mesures d'hygiène et d'entreposage adaptés. Cette opération a permis à la brigade de se concentrer sur l'hygiène à chaque étape de la chaîne de production, renforçant ainsi la sécurité alimentaire dans la région. La date des péremptions et tout ce qui est espéré. Nous tenons à remercier les préfets de la région de Bok pour son accueil chaleureux et les éléments de la gendarmerie pour leur collaboration durant cette mission. Et dans ce numéro, nous vous emmenons au cœur des archives nationales où se joue une course contre le temps pour préserver la mémoire historique de Djibouti. Voici un magazine de la rédaction. La numérisation des archives de la République de Djibouti avance à grands pas, alliant précision et patience. Ce projet ambitieux vise à préserver et rendre accessible le patrimoine historique du pays, tout en facilitant la recherche et la consultation des documents essentiels. À travers cette initiative, Djibouti se dote d'un outil moderne pour valoriser sa mémoire collective. Chaque document numérisé est une porte ouverte sur le passé, permettant aux générations futures de découvrir et d'apprécier l'histoire riche et diverse de la nation. Dans ce couloir où règne un silence empreint passé du roman national, se trouve Sagal Rachid Abdi, une figure dans la préservation de l'histoire administrative et légale de Djibouti. Ce chantier, à la fois technique et symbolique, représente bien plus que la simple réhabilitation des documents anciens. Il s'agit d'une véritable course contre le temps pour préserver la mémoire collective du pays. Chaque matin, Sagal se lance dans une mission ambitieuse. Redonner vie aux documents endommagés tout en garantissant leur accessibilité pour les générations futures. Elle s'est engagée dans un processus minutieux de nettoyage, de consolidation et de numérisation des pages abîmées du journal officiel. Dans son atelier, chaque mouvement est mesuré, chaque geste empreint d'une attention minutieuse. Le temps semble s'y être ralenti, transformant Sagal en une artisane de la mémoire fragile du pays. Pour elle, chaque page restaurée est une page d'histoire sauvée. Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Sagal Rachid, je suis archiviste et restauratrice actuellement en poste à la CNSS. Aujourd'hui, je me retrouve à travailler sur des journaux officiels qui datent de 1900. Le premier est écrit à la main, il n'est même pas encore imprimé, il a été manuscrit, c'est en version manuscrite, il date de 1900. Et le dernier date de nos jours. Donc j'ai ce privilège et cet honneur de travailler sur ce projet-là. C'est un projet qui a été mis en place et qui a été institué par le secrétaire général du gouvernement. C'est un projet auquel tous les Djiboutiens devraient s'intéresser. C'est un projet fait par des Djiboutiens pour des Djiboutiens. Avant tout, c'est une sauvegarde de notre patrimoine. Et on sait tous que sans la sauvegarde de notre patrimoine, c'est très compliqué de sauvegarder notre histoire. Donc, pour résumer, j'allais dire que c'est une opportunité et le projet d'une vie de travailler sur la restauration de ce patrimoine. Les journaux officiels sont une source inépuisable d'informations, que ce soit les décrets, que ce soit les lois de Djibouti, c'est le fondement de Djibouti, c'est tout ce qui vient de créer l'histoire de Djibouti. La restauration n'est pas simplement un travail technique, mais un art où chaque détail compte. C'est une danse délicate nécessitant rigueur, précision et respect. Chaque action est un hommage silencieux au passé, une révérence au temps qui a marqué ces pages. La première étape de ce processus est celle de l'évaluation. Chaque document est scruté avec soin, comme on examinerait une toile ancienne ou un parchemin sacré. Ensuite, ses mains habiles réparent, renforcent et stabilisent les documents, étape par étape,
jusqu'à l'achèvement de leur restauration. Une fois restaurées et numérisées, les archives retrouvent une nouvelle vie, à la fois dans les étagères climatisées des archives nationales et dans des bases de données numériques accessibles aux chercheurs, mais aussi aux citoyens. Ce travail méticuleux ne préserve pas seulement les documents, mais bien l'âme d'une nation inscrite dans ses pages, prête à traverser les âges. Ainsi, chaque geste précis et minutieux est bien plus qu'une simple réparation technique. C'est une danse de patience et de dévouement, où chaque mouvement est dicté par un respect profond pour la fragilité du passé. Élection de Joseph Aoun au Liban, ancien chef de l'armée, Joseph Aoun a été élu président du Liban. Cette élection intervient alors que le Proche-Orient est en pleine recomposition politique. Le Liban est en convalescence après un conflit récent et souffre de crise financière et de divisions politiques profondes. De nombreuses félicitations internationales ont suivi donc cette élection. L'ancien président Jimmy Carter a reçu des funérailles nationales à Washington avec la présence de nombreux dignitaires et anciens présidents. Joe Biden a prononcé un éloge funèbre émouvant, soulignant l'amitié et les réalisations de Carter. Le cercueil a été transporté en Géorgie pour des funérailles privées. Jimmy Carter sera enterré aux côtés de son épouse dans leur ville natale de Plains. Sanctions britanniques contre les passeurs. Le Royaume-Uni, sous la direction de Keir Starmer, impose des sanctions aux passeurs facilitant les traversées dangereuses de la Manche. Les sanctions incluent des interdictions de voyager et des gels d'avoirs, ciblant les réseaux financiers illicites des passeurs. Bien que l'efficacité soit incertaine, ces mesures complètent une stratégie plus large de contrôle des frontières et de coopération internationale. En 2004, plus de 38 000 personnes ont traversé la Manche, un chiffre en augmentation par rapport à l'année précédente. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.